Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout en un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Tristan Feuillet-Wang et on va parler de comment faire grandir sa communauté YouTube et en particulier, quels sont les prérequis pour se lancer, comment mesurer ses performances, dresser la liste de ses objectifs et également les astuces pour pérenniser sa communauté et développer des contenus qui durent dans le temps. Salut Tristan, bienvenue dans le podcast. Hello Caro, merci beaucoup pour l'invite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours rapidement, nous dire comment tu es arrivé à poster sur YouTube, depuis combien de temps tu postes, quelle est la largeur de ta communauté aujourd'hui ? Ouais, à l'heure actuelle, on a 655 000 abonnés, un truc comme ça. Ça fait du coup maintenant 4 ans qu'on est full-time sur YouTube, dont j'ai envie de dire 2 ans vraiment acharnés. À la base, j'étais coach sportif, donc j'ai commencé simplement à partager mes conseils de coach. Donc globalement, comment prendre du muscle, comment perdre du gras. Petit à petit, ça s'est étendu à plein de sujets divers et variés. Et je me suis vraiment trouvé à travers un concept de vidéo que j'ai créé il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Practice Makes Perfect, dans lequel j'apprends, je practice dans plein de domaines, dans le but de montrer que tout est possible quand on sort les doigts. Du coup, ce qui est cool avec ce concept, c'est qu'il nous permet de tout faire, étant donné que c'est de l'apprentissage, il n'y a pas de limite, on peut tout faire. Ce serait même d'ailleurs un des premiers conseils que je donnerais juste après sur la niche qu'on choisit, de rester large, surtout au début quand on commence. On a envie de tout faire quand on commence, c'est un peu dur de savoir ce qui va vraiment te plaire à toi, ce qui va plaire à ton audience, ce qui va marcher pour tout le monde, j'ai envie de dire, parce que c'est facile, tu vois, de partir direct sur un contenu qui va marcher, mais qui, toi, te plaira pas, et donc sur le long terme, tu tiendras pas cette cadence-là avec ce contenu-là. De mon côté, je suis passé par plein de phases et là, on se spécialise dans les expérimentations et l'apprentissage et on est connu principalement pour ça. Ok, ça n'a échappé à personne que tu dis souvent on. Mais alors du coup, vous êtes toute une équipe derrière ce compte YouTube. Raconte-nous un peu comment ça se passe. C'est marrant parce que je ne me suis même pas rendu compte. À la base, j'étais du coup tout seul. Pendant 2 ans, je faisais mes tournages, mes montages moi-même. Il y a 3 ans, j'ai commencé à avoir un monteur qui du coup a commencé à m'assister sur ça. Petit à petit, il a pris de plus en plus de place. Maintenant, c'est lui qui monte toutes les vidéos depuis 3 ans. Là, ça fait une petite année que je commence à avoir une petite équipe en plus. Donc un assistant et un cadreur en plus sur certains tournages. Du coup, en tout, on est 4. À savoir que j'ai commencé tout seul et qu'on peut continuer tout seul pendant très longtemps. Il y a encore beaucoup de youtubeurs qui gardent la main du montage et gardent la main du tournage parce que pour eux, c'est quelque chose. Voilà, pour moi, on est 4, mais rien n'empêche de commencer seul. On peut monter très loin tout seul, quoi. Canon, justement, on va commencer par la première question. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur YouTube ? Toi, tu t'es lancé il y a quelques années. Aujourd'hui, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui débute YouTube ? Est-ce qu'il y a toujours une place à prendre ? Comment est-ce qu'on la prend ? Par quoi est-ce que tu commencerais ? Il y aura toujours des places à prendre, ça c'est certain. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu viens y faire sur YouTube. Qu'est-ce que tu viens apporter comme contenu ? Quelle valeur ajoutée t'apportes à l'audience qui va consommer ton contenu ? Quelle niche tu vas du coup naturellement ou indirectement sélectionner ? Parce que naturellement, si tu pars sur des niches qui sont plus larges, plus mainstream, type divertissement, type humour, type vlog, il va t'en falloir beaucoup plus pour te démarquer du coup des gros acteurs de ce milieu-là. Et c'est des milieux qui sont quand même pas mal saturés. Il va falloir faire attention à tout simplement le contenu que tu vas faire et l'audience que tu vas chercher à obtenir et à développer. Plus tu vas partir sur des niches spécifiques, plus du coup ce sera entre guillemets simple de développer une audience. Parce que si tu pars, à mon sens, sur des niches trop larges, au début, ça risque d'être comme tout le monde, sauf que tu n'auras pas mis les mêmes moyens que tout le monde. Et la barre de niveau, elle va être beaucoup plus élevée si tu restes sur des trucs plus mainstream. Ou alors, si tu pars pour devenir un des plus grands vlogueurs de la plateforme, tu peux, mais il va te falloir un beau plan, bien structuré. Il va falloir sûrement que tu fasses beaucoup plus de taf que d'autres personnes qui seraient parties sur des niches plus spécifiques, tout simplement parce qu'il y a plus d'acteurs, parce qu'il y a plus de concurrence et que pour se démarquer de ça, naturellement, il va falloir avoir les concepts les plus fous, soit avoir la manière de tourner, la manière de monter la plus dynamique, la plus spéciale, la plus honnête, la plus spontanée, la plus ce que tu veux. Tu mets n'importe quel adjectif là. Il va falloir trouver un moyen de se démarquer. Point de vue monétisation, là tu peux le voir aussi facilement. Plus tu as une audience qui est spécifique et nichée dans des thèmes et dans des niches qui sont pas
trop mainstream, plus ça va naturellement monétiser fort. Par exemple, les chaînes de finance, tu peux avoir des RPM, donc des revenus pour 1000 vues. On va faire simple. En vrai, c'est pas des vues, c'est normalement des personnes uniques qui regardent tes vidéos, mais on va faire RPM revenus pour 1000 vues tout simplement. T'as un RPM qui peut se rapprocher des 40 euros du RPM, qui est énorme parce que la moyenne est genre à entre 1 et 5 euros. Si t'es bon, c'est déjà énorme. C'est des youtubeurs classiques. Donc, plus ta niche va être spécifique, plus l'audience, elle va être qualitative. C'est un peu comme les podcasts. Tu vois, toi, tu le sais, quand tu fais des podcasts, tu feras jamais autant de vues que des reels sur Insta ou des TikTok sur TikTok ou des shorts sur YouTube. Par contre, la qualité de l'audience sera beaucoup plus importante, tu vois. C'est des gens qui sont intéressés, qui ont tapé le thème du podcast, qui l'ont écouté pour la plupart jusqu'à la fin, et ça vaut beaucoup plus cher, en fait. Voilà, c'est aussi un intérêt à avoir une niche spécifique. Exactement, t'as tout dit, c'est la qualité de l'écoute, la qualité de l'attention en fonction déjà du love que ta communauté elle t'apporte. Selon les personnes, c'est différent, et puis en fonction de ta thématique, tout simplement. Pour un outil marketing, c'est beaucoup plus pertinent de se positionner sur Marketing Square parce que forcément, c'est que des marketeurs qui viennent en cherche d'outils marketing que d'aller chercher un gros podcast qui parle à des entrepreneurs, qui va transmettre par exemple des parcours d'entrepreneurs où là, tu sais qu'il y aura seulement 10% de la cible et c'est peut-être pas le bon moment, qui va écouter ça plutôt le week-end et pas trop au bureau dans une motivation de passer à l'action. Clairement, pour toutes ces raisons-là, oui, il faut mieux être spécifique. Et justement, tu nous disais, pour autant, il faut commencer un petit peu large pour tester ses formats, tester ses contenus. Alors du coup, où est-ce que tu places la barre pour un débutant qui voudrait essayer différentes choses? Est-ce qu'on crée plusieurs chaînes? Est-ce qu'on teste différentes choses pendant 1 mois et demi et après on se niche? Comment tu procéderais? Je pense que sur ça, le meilleur conseil, il est donné par tout le monde, que ce soit Casey Neistat pour le plus gros des vlogueurs US, que ce soit Lena Situation pour la queen du game français, ou même Aurel San dans je sais plus quelle musique. Si tu veux faire des vidéos, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et du coup, dans le premier temps, il faut simplement commencer à filmer et à tourner et à créer des vidéos, du contenu sur ce qui, toi, te parle et toi, t'intéresse et ce que t'as envie d'échanger à ta commu. Plus tu vas commencer à créer du contenu, plus petit à petit, tu vas voir là où toi, t'es à l'aise. En fait, si tu maîtrises ton sujet, tu peux juste appuyer sur record et parler pendant potentiellement des minutes, voire des heures. Si tu maîtrises vraiment ton sujet, il y aura zéro souci. Alors, si tu commences à t'aventurer sur quelque chose de plus complexe, naturellement, moins tu as de compréhension de ce domaine-là, plus ça va être compliqué de tourner, plus il y aura des cuts, moins ce sera spontané, moins ça fera naturel, etc. Moi, je conseillerais aux gens qui veulent se lancer sur YouTube de déjà se poser la question pourquoi vous voulez venir sur YouTube, qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens qui vont regarder votre vidéo. Ensuite, du coup, commencer à créer du contenu sur une sorte de, je sais pas si ça te parle, l'ikigai, une petite méthode un peu japonaise pour trouver ta voie intérieure, tu vois, et trouver ton why, en fait. C'est 4 cercles qui s'entrecroisent. Et il y a par exemple ce que le monde attend de vous, que vous aimez faire, ce que vous savez faire, et ce qui peut vous être utile, ce qui peut vous rapporter. Ce qui permet d'être monétisé, justement. Et du coup, en fait, en fonction d'où tu te situes entre ces cercles-là, si tu es entre ce que tu sais faire et ce que tu peux faire, tu vas être dans ta passion, par exemple. Entre ce que tu sais faire et ce que tu fais pour gagner de l'argent, tu vas être dans ton travail. Il va falloir trouver, à mon sens, ton ikigai dans la création de ton contenu, en se posant plusieurs questions et surtout en essayant. C'est ça que je pense que le faire, il est beaucoup plus important que la réflexion. Sur YouTube, encore plus au début. Et je pense qu'il faut simplement, 1, se poser les bonnes questions et 2, faire le plus possible pour tout simplement voir sur quelle thématique tu es à l'aise, sur quel sujet tu es à l'aise, sur quelle expérience tu es à l'aise. Et aussi, forcément, voir en fonction des retours de ta communauté. Après, ça peut être un peu traître aussi. Et c'est pour ça que je mets l'accent d'abord sur toi, ce que tu veux faire. Et ensuite sur la commu. Dans l'ordre, pour moi, c'est 1, se poser les bonnes questions. 2, faire beaucoup pour avoir du coup plein de moyens de comparer et tout simplement de points de comparaison différents. Où est-ce que tu as le plus kiffé, où est-ce que ça a été le plus chiant à tourner. Une fois que tu en auras fait 15, quelle vidéo t'aimerais qui pète vraiment au million pour qu'elle partage justement le message de ta vidéo. Donc 2, ce serait ça. Et 3, ensuite, ce serait d'avoir les feedbacks extérieurs. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui, à mon sens, se perdent à travers justement les feedbacks des autres. C'est toujours intéressant, tu peux d'avoir les retours de ta communauté ou de ton entourage. Mais le problème, c'est que si tu prends en considération tout ce que ta communauté veut, en fait, tu peux rapidement te perdre et en arriver à leur fournir seulement ce que eux ils veulent et plus au final ce que toi tu veux. Mais tu t'en rendras pas forcément compte, tu vois. Petit à petit, en fait, tu t'éloignes un petit peu de ta ligne directrice, mais sans trop t'en rendre compte. Et toi, t'es un peu matrixé par le fait que forcément ça va marcher un peu plus. Du coup, à court terme, t'es un peu plus content parce que tu fais plus de vues, tu chopes peut-être plus d'abonnés ou quoi. Et au final, tu te rends pas compte que t'es en train de t'éloigner de ce pourquoi t'es venu à la base. Et voilà, du coup, faut faire aussi attention sur le 3e point qui est d'écouter les feedbacks. Les écouter, ok, les prendre en compte, ok, mais pas non plus se laisser diriger et driver
par ces feedbacks-là. Et ça, si jamais ça vient de Gary Vee, qui à la base disait les commentaires positifs, c'est comme les haineux en fait, c'est comme les haters. Et si tu les prends en compte, il faut tous les prendre en compte, ou si tu les prends pas en compte, il faut tous pas les prendre en compte pour que tu restes en fait toi-même et que tu restes du coup perméable vis-à-vis de l'avis des autres sur ton travail. Gary Vee, il dit aussi quelque chose qui est complètement en conformité avec ton discours. Il dit en fait, cette année, il est temps d'arrêter de dire mon social media et de commencer à dire mon business online. Derrière tout ce que tu nous décris dans la création d'une chaîne YouTube, on est en train clairement de sentir que tu nous parles de monter un business, tu nous as parlé d'une vision, d'un why, tu nous as parlé d'un purpose, tu nous as parlé aussi du unfair advantage. Donc, qu'est-ce que tu cultives comme différence vis-à-vis de ton marché, la proposition de valeur. Tu nous as même démontré ça sous la forme d'un ikigai. Donc, ta mission de vie. En fait, on se rend compte que voilà, monter une chaîne YouTube, c'est vraiment devenu un online business. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on allait mettre sur le marché, une fois qu'on a commencé à tourner, une fois qu'on a commencé à itérer, c'est quoi tes recettes justement? Comment est-ce que tu mesures tes performances? Tu nous as parlé tout à l'heure de premiers indicateurs. Alors, à mon sens, les plus importantes métriques sur lesquelles il faudrait se focus, c'est l'inverse de celles sur lesquelles on nous prend trop la tête, nous, en tant que youtubeurs, et l'inverse de celles qui nous font mal à l'ego. Il va falloir un petit peu comprendre l'algorithme dans un premier temps, comment fonctionne YouTube. Sur ça, j'ai rien créé et MrBeast l'explique pas mal dans des podcasts. En version simple, il y a 3 métriques qui sont super importantes et qui sont vraiment significatives dans la mise en avant des vidéos YouTube. C'est donc dans l'ordre le watch time, donc la rétention de l'audience, le CTR, donc le click-through rate, le nombre de fois qu'on a cliqué sur votre miniature en l'ayant vu passer dans l'Explorer ou dans les recommandations. Ça, c'est les 2 plus grosses importantes, et ensuite viendra l'engagement, tu vois. L'engagement à travers des pouces bleus, des commentaires et tout ce qui s'ensuit. Sur ces 2 premières métriques-là, c'est vraiment ça qui va définir tout simplement à quel point YouTube va push une de tes vidéos. Si demain tu sors une vidéo de 10 minutes et que sur 1000 vues, tu as 10 personnes qui regardent jusqu'au bout, bah, ça veut dire que naturellement, tu auras 100% de watch time. Et le watch time classique sur YouTube, il est entre 30 et 50%. Donc on dit que quand globalement tu dépasses les 50% de watch time sur une vidéo, c'est que c'est cool. Si tu les dépasses sur ta chaîne, c'est que t'es vraiment bon. Le top des plus gros youtubeurs, ils sont aux alentours de 70%. Du coup, c'est ce qui explique que tes vidéos sont plus push par l'algo et que YouTube les met plus en avant, parce que le but de YouTube, c'est une plateforme qui cherche à garder de l'audience sur sa plateforme. Donc, plus il voit qu'un créateur est capable, à travers une de ses vidéos, de faire rester un utilisateur en ligne et captiver devant une vidéo, plus déjà, naturellement, il va lui recommander d'autres vidéos de ce créateur-là, et plus il va push ces vidéos-là à de nouveaux utilisateurs qui découvriront la plateforme, qui sont des utilisateurs pas encore actifs, on va dire, sur YouTube, et qui ont besoin justement d'être hookés, d'être captivés par un créateur qui a une bonne rétention d'audience. À vous de l'analyser comme vous voulez, chers auditeurs. Ça peut se passer dans le thème choisi, ça peut se passer dans le tournage, ça peut se passer dans le montage. Pour ma part, c'est là où je fais un très très gros travail. J'ai une très grosse direction artistique sur mon montage. On s'en rend pas forcément compte quand on est viewer, et justement le but, c'est de pas s'en rendre compte, mais c'est un petit peu comme une série. Dans l'idée, j'essaie de me dire que voilà, il faut maintenir le viewer captivé toujours, que ce soit à travers du son, que ce soit à travers du texte, que ce soit à travers des questions. En fait, c'est une histoire qu'on crée dans une vidéo. Donc, il faut être un bon conteur d'histoire, j'ai envie de dire. Justement, tu nous parles un peu du schéma narratif quand on fait de la vidéo. C'est quoi la bonne structure d'une vidéo qui engage? Est-ce qu'il y a une bonne durée? Est-ce qu'il y a une bonne façon de construire sa vidéo? C'est quoi un peu ton architecture moyenne à toi? Il y a tellement de contenu que ce serait dur de te faire une trame classique qui marche à tous les coups. De mon côté, la trame classique, étant donné que, comme je te l'ai dit, j'apprends et j'expérimente dans plein de domaines, c'est souvent la même chose. En fait, c'est un peu une trame de film. C'est qui avait écrit ça? C'était George Campbell, sur le voyage du héros, qui est assez connu de tous les gens qui écrivent un petit peu. Il relate 7 ou 9 points d'une histoire qui sont présents dans quasiment toutes les histoires et tous les films qu'on voit passer sans s'en rendre compte, en fait. Au tout début, il y a la présentation du héros. Tu le vois dans son contexte habituel, en mode qui c'est, pourquoi il est là. Ensuite, il sort un petit peu de son monde ordinaire. Ensuite, il va avoir quelques obstacles. Ensuite, il va avoir une phase un peu dure de remise en question, tout ça. Donc, globalement, voilà, il y a plein d'étapes comme ça qui suivent. De mon côté, je respecte pas trop ça à la lettre, mais je m'en inspire quand même pas mal. Dans l'idée, c'est souvent, je sais pas, imaginons en ce moment, je suis en train d'apprendre à faire du speed riding. Mes abonnés, ils savent qu'il y a quelques temps, j'ai appris à faire et du parachute, et du parapente, et du ski. Donc, j'ai fait 3 vidéos différentes sur ces 3 domaines-là. Et on m'a beaucoup demandé, tu vois, de mixer les compétences. Donc là, le speed riding, c'est un mix de ski et de parapente, parce que du coup, tu dévales une piste en ski avec un parachute sur le dos. Et là, du coup, la trame, moi, de mon histoire, c'est je m'appelle Tristan, j'ai 23 ans, je ne sais absolument pas faire de ski. Boum, pouf. Là, ça commence le contexte autour de moi, donc qui je suis, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je viens faire. Ensuite, on pose un goal. Là, l'objectif, ce serait de réussir à faire du speed riding et voler tout
seul de cette falaise. Boum, boum, boum. Et en fait, il y a toujours des réponses à des questions que le viewer se pose, qu'il faut que tu lui poses dans le crâne. C'est-à-dire que personnellement, quand j'ai écrit un petit peu les guidelines de ma vidéo, je me dis toujours why, what, how. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait et comment on va le faire. Et ça va déjà définir le début de ma vidéo. Ensuite, à partir de là, bien sûr, il y a tout le spontané et tout ce qui va se passer dans la vidéo. Et donc là, il y aura plein de petites histoires à travers la grosse vidéo. Donc, globalement, le schéma, il est assez répétitif chez moi. Donc, c'est souvent Tristan qui n'a pas d'expérience, qui expérimente dans ce domaine. Tristan qui se casse beaucoup la gueule au début dans plein de domaines, que ce soit au ski ou en para ou partout. Tristan qui apprend, Tristan qui râle, Tristan qui en a marre, Tristan qui tape, Tristan qui des fois pleure, Tristan qui des fois est heureux. En fait, tu vois, on voit l'évolution du entre guillemets héros tout au long de ces différentes obstacles, de sa progression, dans le but du coup de l'emmener à son objectif final. De mon côté, vis-à-vis de mes vidéos, c'est comme ça que globalement ça se passe. Et du coup, dans la tête de mes abonnés, je sais qu'ils sont toujours en mode putain, je sais pas, Tristan il nous a dit qu'il allait grimper le Mont Blanc. Et ben, une fois que je les ai amenés avec moi dans ma vidéo et que ça y est, on est en train de se préparer pour le Mont Blanc et tout, bah, en principe, tu pars pas de la vidéo avant que t'aies vu ce moment fatidique. Je suis sur ce putain de Mont Blanc à 4800 mètres. Est-ce qu'au final j'ai abandonné? Est-ce que je me suis cassé la jambe en redescendant ou quoi? Et du coup, ce qui fait rester les gens chez moi, c'est l'objectif final. Globalement, tous les youtubeurs essayent un peu de vous faire rester jusqu'à la fin d'une vidéo et tu verras souvent les gens dire surtout voilà, restez jusqu'à la fin. Et là, chacun a une excuse différente. Parce qu'à la fin, il se passe un truc de fou. Parce que à la fin, j'ai une surprise pour vous. Moi, perso, je ne joue pas trop comme ça. Étant donné que je les amène avec moi dans une expérimentation, à la fin, il y a le résultat de cette expérimentation. Voilà la trame personnellement que j'utilise. Après, en fonction de ce que tu racontes, en fonction de ta thématique, en fonction des vidéos que tu proposes, voilà, c'est à toi de trouver ce qui va hook dans un premier temps tes viewers. Donc le hook, c'est comme Captain Crochet, tu les accroches exactement, tu les attrapes. Le but, c'est que pendant ce hook-là, il faut que tu réussisses à maintenir leurs questions, il faut que tu suscites des questions dans leur tête, il faut que tu réussisses à maintenir leur attention et qu'ils aient envie de rester jusqu'à la fin. Et ensuite, il faut trouver quelque chose pour que ta vidéo elle soit intéressante de A à Z et que finalement, il ait les réponses aux questions qui se posaient pendant la vidéo. Ce que tu as l'air de nous dire, en fait, qui se superpose quand même, c'est ce fameux scroll stopper, comme on dit dans le jargon. En fait, le scroll stopper, c'est un peu l'accroche de votre vidéo et ça, en fait, c'est les premières secondes qui vont faire en sorte que vous allez tout de suite attirer l'attention et puis également travailler la rétention. Donc toi, tu nous dis qu'en fait, la bonne astuce, c'est de commencer tout de suite par dire rester jusqu'à la fin, même si toi, tu le fais pas forcément parce que j'imagine aussi que tu as suffisamment une communauté. En tout cas, ça peut être une bonne astuce pour les débutants qui souhaitent se lancer. Et puis également, il faut avoir une quête. Ça, c'est aussi important, qui est une raison d'être à votre vidéo. J'irais même encore plus loin. Tu vois, moi, j'ai un peu du mal avec justement ces youtubeurs, c'est-à-dire 90% qui disent surtout vous restez jusqu'à la fin, parce que souvent, en fait, il n'y a pas vraiment un truc incroyable à la fin. Et le but, c'est plus de faire fonctionner sa vidéo qu'autre chose. Je le ferai de manière indirecte et c'est un peu ce que je fais moi à travers mes vidéos. Il y a pas longtemps, une de mes expérimentations, ça a été d'acheter un van vide et de leur taper, justement là je suis en train de te call dedans. Dans cette vidéo-là où je présente le van, naturellement j'ai gardé les meilleurs détails et les meilleures options du van pour la fin. Je leur dis restez jusqu'à la fin si vous voulez voir ça. Du coup j'ai choisi de mettre ça à la fin dans ce but-là, tu vois. C'est un peu plus amené si tu veux que juste rester à la fin parce que j'ai un super van, tu vois. Je pense qu'il faudrait essayer d'être un peu intelligent sur la manière dont vous souhaitez amener les choses et ça changera tout. C'est un vrai sujet, ce qu'on appelle dans le jargon le CTA, le call to action. En fait, le moment où vous êtes un petit peu obligé de dire likez, abonnez-vous, suivez la chaîne, inscrivez-vous à la newsletter. C'est une vraie douleur pour tous les youtubeurs parce qu'on a un peu l'impression de faire la manche. Et justement, en fait, les chiffres prouvent à quel point il y a une incidence terrible sur les stats qu'on mette ou pas un call to action. Donc, en fait, aujourd'hui. Ah oui, 100%. Tu confirmes, on est un peu obligé de le faire. Oui. Comment tu fais pour faire ça du coup le plus finement possible? Par exemple, tu vois, en général, ils conseillent c'est 3 fois par vidéo, au début, au milieu et à la fin. Du coup, conseiller de s'abonner et il faut pointer du doigt aussi. Il paraît que ça a plus d'impact. En tout cas, les stats l'ont prouvé. Ouais. Alors ça, c'est la théorie. Moi, perso, je déteste débarquer sur une vidéo, me manger un call to action alors que je connais pas encore la personne, j'ai pas eu encore ma reward de viewer et je me mange déjà. Et surtout, abonne-toi et pose ton pouce bleu et appuie sur la cloche parce que pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Moi, perso, c'est le genre de truc qui me fait très vite fuir une vidéo. Et du coup, je me dis, j'aime pas ça, donc je vais pas demander ça à mes viewers. Par contre, moi, je le fais simplement. En fait, j'essaie juste d'être le plus honnête et spontané possible sur le pourquoi du comment, tu vois. Là, je sais pas, récemment, les 2 dernières vidéos sur le van, justement, elles ont explosé. Elles sont parties toutes les 2 en top tendance France. La dernière, en 4 jours, là, elle a fait 400 000 vues. Et sur ces 400 000 vues, je pense que j'ai pris peut-être 10 000 abonnés grâce à cette vidéo. Et du coup, ce qui a fait que cette vidéo a autant généré d'abonnements, c'est
c'est tout simplement parce qu'il y a un call to action qui est honnête, qui est spontané. Et à un moment, en fait, une fois que je leur ai délivré ce pourquoi ils étaient venus dans la vidéo, je leur dis simplement, bon, bah, les gars, ouais, c'est cool. Vous voyez que le projet, il coûte cher. Maintenant, si vous voulez m'aider et me soutenir à travers tout ça, n'oubliez pas que ça a coûté plus de 50 000 €. Moi, je fais des vidéos dans mon coin, blablabla. Et en fait, là, je leur pose un call to action, mais qui est spontané, tu vois. Le meilleur moyen pour poser des call to action, c'est juste d'être le plus honnête et le plus spontané possible et d'éviter justement de les robotiser et d'éviter de suivre une trame de il faut le faire matin, midi et soir, avant, au milieu et à la fin de sa vidéo YouTube. Ok, hyper intéressant. Donc toi, tu préconises absolument éviter le racolage et être trop pushy. Merci Tristan pour tout ce que tu nous as partagé. On mettra les liens nécessaires dans les ressources de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.